Pour notre dernière conférence de la journée, nous allons nous plonger dans la création d'une web-série. Comment produit-on aujourd'hui une web-série? Avec quels moyens techniques, financiers et surtout quel public est visé? Et via quel support de diffusion? Pour tenter de répondre à ces différentes questions, nous accueillons sur ce plateau, alors on va commencer par ma droite, Sophie Berck, web création et transmédia manager à la RTBF. Bonjour. À ses côtés, Grégory Béguin, qui est scénariste et réalisateur de la web-série Borkland. Bonjour. Donc on pourra parler un petit peu plus en détail de cette web-série. On utilisera cet exemple-là. À ma gauche, Marine Averland, qui est conseillère audiovisuelle chez Screen Bruxelles, une plateforme audiovisuelle de soutien. Vous êtes également co-créatrice du Liège Web Festival. Et enfin, Joël Bassager, vous êtes journaliste et consultant, spécialiste en web-série pour Libération. Alors peut-être... Voilà, la web-série, c'est un genre qui n'est pas tout à fait nouveau, en tout cas pas pour vous, mais c'est un genre qui revêt une importance toute particulière, notamment au sein de votre département. Alors, qu'est-ce que ça prend comme place, la web-série ? Effectivement, on a créé il y a 2 ans environ un département dédié à la web création, dont la web série, le web documentaire et d'autres choses. Et donc ça fait 2 ans qu'on s'attelle vraiment à créer une nouvelle industrie, un écosystème qui n'existait pas du tout avant. Donc c'est clair que ça revêt pour notre stratégie interne une importance capitale, puisque ce sont des contenus qui sont développés et nativement web et réseaux sociaux. Donc voilà, pour nous, c'est un point très important dans la production digitale de la RTBF. Et pour trouver ces projets, il faut aller les chercher, il faut aller susciter l'envie. Et pour ça, vous faites des appels à projets. Alors, on va regarder une petite vidéo qui nous montre un petit peu finalement le feeling de ces vidéos et ce que vous retenez et ce que vous recherchez finalement dans les différents projets que vous allez chercher. Oui, effectivement. Donc, ça fait 3 ans qu'on a un appel à projet annuel autour de la web-série. Et là, je pense que c'est la vidéo pour les 5 pilotes qui avaient été sélectionnés cette année, qui ont été mis en ligne et soumis au vote du public il y a justement 2 semaines. Et on vient de connaître le gagnant là, il y a quelques jours. Donc, je vous le dirai après, du coup. Alors, on regarde la vidéo, on en parle juste après. C'est quoi ce bordel ? Fallait que ça arrive quand même un jour. Ça tombe sur celle-ci. Alors, on va remettre l'autre vidéo qui nous parle des différents projets, l'appel à projet de la RTBF. Ah, voilà. Il n'a pas d'autres vidéos. D'accord, très bien. Bon, alors, on ne va pas voir cet appel à projet, mais par contre, on va connaître le gagnant de cet appel à projet. Du coup, oui, voilà, depuis vendredi, on connaît le gagnant. C'est une web-série qui s'appelle La théorie du Y et qui sera diffusée au printemps 2017 sur nos supports, sur nos plateformes Ovio et RTBF. Alors, vu qu'on a déjà pu avoir un avant-goût de Borkland, on va utiliser cet exemple de Borkland, on va en parler dans quelques instants. Mais ce que je vous propose, alors je ne sais pas si dans la salle, il y en a déjà ceux qui ont pu voir cette web-série. Si c'est le cas, levez la main. Ah, il y en a quand même. Il y en a quand même. Donc, je vous invite déjà à la découvrir. Et pour vous donner envie, je vous laisse regarder la bande-annonce. Alors, je crois que cette fois, on l'a. La bande-annonce de Borkland. C'est quoi ce bordel ? Les renforts sont en route. C'est parfait ces images. Elles viennent d'où? C'est des gamins qui sont rentrés dans Borkland, ils ont trouvé un téléphone, les images étaient dessus. Des gens contaminés par les morsures d'un passeur de drogue qui fait une overdose. Mais peut-on réellement envisager qu'une morsure transmette les effets d'une drogue? Le temps que tout rentre dans l'ordre, la bourgade de Borkland restera en quarantaine. Ces images, en plus de montrer ce qui s'est vraiment passé, prouvent quelque part que ce Hugo Blomqvist n'a pas grand-chose à voir là-dedans. C'est trop gros pour lui tout seul. Je suis de retour ici à Borkland, 7 mois après les événements, accompagnée de ces 2 enfants qui ont fait une découverte qui va remettre les choses en question. Pourquoi tu fais tout ça? Tu fais ça parce que t'es journaliste ou tu fais ça parce que tu veux savoir ce qui est arrivé à ton mec? Puis en plus, t'as pas vu la fin, un vrai carnage. Voilà, le ton est donné, un vrai carnage. Grégory Béguin, comment est né ce projet de Borkland? Mais Borkland, c'est le gagnant de l'appel à candidature de la RTBF donc de l'année passée. Donc l'idée est de soumettre le dossier. Ensuite, 5 pilotes sur tous les dossiers sont sélectionnés. Ils peuvent donc produire leur pilote à hauteur de 10 000 € qu'ils ont comme bourse pour pouvoir produire le pilote. Ensuite, c'est soumis au public via des votes sur Internet. Et voilà, et nous on a gagné. Donc on a pu produire une saison complète, c'est-à-dire en plus du pilote, 10 autres épisodes. Dans la continuité du premier. Et pour une série comme Borkland, combien ça coûte, grosso modo, pour 10 épisodes? Alors, nous, le budget, c'était 100 000 € pour faire les 10 épisodes qui suivent. Ça peut paraître beaucoup,
Ça peut paraître peu, ça se laisse à chacun son opinion. Alors c'est vrai qu'il faut des soutiens, il y a la RTBF qui lance des appels à projets, qui soutient ces projets. Il y a aussi cette plateforme dont vous faites partie. Alors pourquoi cette plateforme existe et quel est son rôle quelque part ? Alors Screen Brussels, donc c'est un fonds régional, comme il en existe partout en Europe. Il est assez neuf parce qu'il date du mois de mai 2016, donc il a été créé à ce moment-là. Et il y a ce qui est intéressant dans ce fonds régional qui soutient par ailleurs de la série télévisée et du cinéma, c'est qu'il y a une ligne de soutien spécifique qui a été mise en place pour les web-séries, parce qu'on estimait que c'est un format qui est important à soutenir, et parce que par ailleurs on remarque en Belgique qu'il y a des web-séries de très bonne qualité qui sont faites, et on voulait aussi s'impliquer dans le soutien de ces web-séries. Joël Bassaget, est-ce que cet univers de la web-série, il prend de plus en plus d'ampleur? Alors on parle de la Belgique, mais si on essaie de comparer avec ce qui peut se passer soit en France ou en Suisse aussi, on va le découvrir aussi tout à l'heure, la web-série a sa raison d'être. Oui, alors effectivement, la web-série, au départ, c'est un phénomène. C'est un véritable phénomène, puisque ce sont des productions indépendantes et totalement spontanées. Elles n'ont jamais été commandées par personne. C'est un phénomène qui est devenu une véritable vague, puisque aujourd'hui, on arrive à une production mondiale qui est environ de plus de 1200 titres par an, produites de façon pratiquement totalement indépendante. 95% des web-séries sont indépendantes. Et on est aujourd'hui à l'aube d'un nouveau marché, qu'on appelle le marché des mobile content, du contenu mobile. Et la web-série a sa place dans ce marché des contenus mobiles en tant que contenu scénarisé. Je vais donner un chiffre pour vous donner vraiment la preuve que c'est vraiment un nouveau marché. En 2015, au MIP TV de Cannes, qui est donc un grand marché des programmes de télévision, il y avait une trentaine de compagnies qui affirmaient produire ou distribuer de la web-série. En 2016, c'était 300 compagnies inscrites au MIP TV qui affirmaient produire ou diffuser des webisodes, mobisodes, en tout cas de la web-série. Voilà. Alors dans l'écriture, Grégory Béguin, est-ce qu'on travaille différemment l'approche de la web-série? Alors après, on va voir les moyens techniques avec une vidéo, mais comment est-ce qu'on travaille une web-série? En l'occurrence, ici, on avait un timing précis. Donc une fois que le pilote est sélectionné, est choisi par le public, il reste 4 mois pour soumettre les 10 épisodes et la saison complète. Donc forcément, on est dans une dynamique où tout doit aller relativement vite et on enchaîne. Donc il y a plus ou moins un mois d'écriture, un mois de prépa, un mois de tournage, un mois de post-prod pour faire grosso modo. Par contre, nous, ce qu'on voulait absolument essayer de faire, c'est faire une série pensée smartphone. Donc la série Burkland n'est pas, elle peut être consommée sur tous les écrans, tout type d'écran qu'on veut, mais elle est voulue en tant que vidéo smartphone. Donc l'idée est d'avoir des rushs d'un smartphone qui est trouvé dans un film de genre, quoi. Donc c'est-à-dire on est vraiment dans le film de zombies. Il y a un smartphone qui est retrouvé, et les images qu'on a sur ce smartphone sont donc vues sur votre smartphone quand vous regardez les épisodes. Alors pour ça, on a essayé de pouvoir inclure un petit peu plus encore le spectateur dedans. On a fait tout un travail de son en 360, qui fait même avec des écouteurs en stéréo classique, vous avez la sensation d'avoir des gens qui tournent autour de vous entièrement, etc. Donc, on a vraiment essayé de penser globalement smartphone avec ce que les gens ont chez eux, donc sans devoir avoir de la VR ou sans devoir chercher encore plus loin dans la technologie, quoi. En tant que diffuseur, c'est ce type de projet que vous attendez dans la web-série? En tant que diffuseur et en fonction de notre ligne éditoriale qui se veut, c'est vrai, décomplexée, décalée, audacieuse et à contre-courant, on avait envie effectivement d'essayer un nouveau genre, parce qu'on s'était essayé à l'humour, au burlesque, et on avait envie avec Burkland de tester le genre thriller. Et donc avec cette web-série-là, on a vraiment eu l'opportunité, de tester des innovations technologiques comme Grégory vient de le dire, avec le son binaural et le tournage au smartphone par les comédiens eux-mêmes. Donc c'était un challenge supplémentaire en termes artistiques au moment du tournage lui-même. C'est ça, parce que c'est tourné au smartphone aussi. Donc c'est pas juste fait pour regarder sur un smartphone. Ils ont tourné avec le téléphone dans leurs mains. Alors, ce que je vous propose, on a une petite vidéo qui explique en partie la réalisation de Burkland. On va regarder cette petite vidéo qui nous plonge un petit peu dans les coulisses, l'envers du décor de la production de Burkland. Bonjour, je suis Julien Charpentier, le chef opérateur de Burkland. C'est quoi ce bordel? Les renforts sont en route. Alors
Alors, tourner avec un iPhone, ça implique vraiment plein de choses. C'est vraiment c'est une façon de tourner qui est complètement différente d'un tournage classique. Je prends un exemple au hasard. Pour un retour vidéo, les connectiques ne sont pas prévus pour ça. Et donc, rien que pour que le réalisateur voit l'image qui est filmée, on avait un transmetteur vidéo sans fil bien spécifique. Ça implique notamment aussi qu'on voulait que les gens ressentent que c'était filmé avec un iPhone. Et parfois, l'image était trop clean. Et donc, on a dû aussi un peu jouer sur des mouvements de caméra, etc., pour vraiment faire ressentir aux spectateurs que c'était filmé avec un téléphone et non pas une vraie caméra. La plupart du temps, c'est même les comédiens qui ont cadré parce que soit on les voyait, une partie de leur corps en tout cas, quand ils avaient le téléphone en main, ou alors simplement parce qu'ils avaient une approche qui était plus naturelle que la mienne, qui va être peut-être de chercher à cadrer justement un visage esthétiquement, on va dire, alors que voilà, il fallait vraiment être dans le ressenti, et parfois ils devaient jouer la peur et tout, et donc le téléphone s'est souvent retrouvé dans les mains des acteurs plutôt que dans les miennes. Malgré qu'on ait filmé avec un téléphone et pas une vraie caméra, il fallait que tout ça soit adapté à un tournage de fiction. Donc on a dû se faire ce qu'on appelle un rig, spécifique à l'iPhone. Dans ce cas-ci, c'était une petite cage qui, d'une part, le protège contre les chocs, les passages entre les comédiens, etc., mais aussi qui permet d'attacher différentes choses. Donc un émetteur sans fil pour le retour du réalisateur et moi qui devais voir aussi l'image. Et puis l'alimentation, voilà, la batterie tient très peu sur un téléphone et donc on avait des blocs batterie voilà, collés avec des scratchs sur la cage de l'iPhone. On s'adapte aussi. Alors on ne peut pas parler de production low cost, au contraire, mais c'est vraiment une autre vision, une autre manière d'écrire, une autre narration. C'était compliqué pour vous ou au contraire c'était plutôt un très beau challenge? Mais, dans tous les cas, la web-série ou série courte est un challenge parce que vous n'avez pas des masses de repères. L'idée n'est pas de faire une série longue en petit. L'idée n'est pas de faire du cinéma où qu'on coupe en 10 épisodes. Donc il faut essayer d'inventer cet arc narratif où vous pouvez vous attacher à quelqu'un rapidement, il lui arrive quelque chose et ça doit se conclure sur 6, 7, 8, 9 minutes, 10 fois. Donc je n'ai pas de base vraiment pour m'identifier et pouvoir faire des choses vraiment cohérentes, mais à chaque fois qu'on travaille ces scénarios, on se dit, bon, qu'est-ce que le spectateur ressent, à quel moment et pourquoi, et donc vous êtes dans une réflexion comme ça, et c'est très court, 9 minutes, ça enchaîne. C'est vrai qu'on nous pose souvent la question, tiens, c'est quoi la différence entre une web-série et une série qui va être diffusée en télé? Et c'est vrai qu'on n'installe pas les personnages, l'histoire de la même manière pour une web-série. En termes de rythme, de montage, ça va être beaucoup plus rapide. En termes de climax aussi, on va en avoir à chaque fin d'épisode pour tenir en haleine et donner envie. Donc il faut aussi pour nous avoir la chance de trouver des talents, comme Grégory et comme quelques autres en Belgique francophone, qui ont cette capacité déjà de rapidité, cette capacité à trouver les bons filons pour écrire de la bonne manière. En tout cas, sur Birkeland, on a plus ou moins réussi à le faire, donc c'est une bonne chose. Alors, on va revenir à Birkeland, mais de manière plus générale, Marine Averland, la web-série se développe passablement en Belgique. Pour vous, c'est important, avec des projets comme celui de Birkeland, de pouvoir les valoriser, de les aider financièrement, d'être là, de dire qu'ils méritent aussi du soutien financier, pas que dire c'est bien, mais il faut aussi aider financièrement. Oui, bien sûr. Donc, notre objectif, c'est aussi d'aider financièrement ces projets. Mais au-delà des projets, c'est de faire vivre une industrie, notamment en région de Bruxelles-Capitale. Et on parlait tout à l'heure du son sur Birkeland. Il se fait que la société, la personne qui a développé le son binaural sur Birkeland a créé une société après l'expérience Birkeland, société que nous, on a soutenue au sein du cluster Screen Brussels. Donc Screen Brussels, ce n'est pas uniquement un fonds de soutien, il y a aussi un cluster qui aide les entreprises à se créer, à grandir, à se diversifier, à s'internationaliser. Et donc la société qui a fait le son de Birkeland est une société que nous, on soutient aussi au sein du cluster Screen Brussels. Est-ce que vous êtes surprise de l'impact des web-séries aujourd'hui? Est-ce que les gens consomment facilement? Est-ce que ça vous surprend de voir que des jeunes ou des moins jeunes consomment comme ça de la web-série sur un smartphone, sur un ordinateur? Moi, ça ne me surprend pas. Mais c'est parce que je viens de là aussi et que j'en regarde beaucoup et que j'aime ça au final, à la fois en les soutenant financièrement mais aussi en les programmant au festival. Donc non, moi ça ne me surprend pas. Je trouve ça même plutôt positif, mais voilà. Joël Bassager, même ressenti? En fait, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe qui est que on a de plus en plus de production de web-séries, on a de plus en plus d'intérêt qui se porte sur la web-série. Et comme je l'ai dit, il y a véritablement un enjeu économique, planétaire, un nouveau marché qui se met.
Et en même temps, on observe que ces dernières années, les web-séries perdent de l'audience sur leur support historique, qui sont les sites de partage vidéo comme YouTube, Vimeo ou Dailymotion, pour citer les plus célèbres. C'est un paradoxe de voir que, en fait, le public a de moins en moins accès aujourd'hui aux web-séries parce que le web est un océan qui se multiplie par 2 chaque jour, et où il est de plus en plus difficile de trouver le contenu que l'on cherche, et notamment le contenu scripté, et de voir qu'en même temps, il y a un énorme intérêt de la part des chaînes de télévision, de la part des distributeurs, de la part des producteurs, vers un nouveau média. Voilà. On sait que les web-séries, vous les avez toujours soutenues au sein de la RTBF. C'est vrai qu'on le fait depuis 2009-2010. On avait commencé avec quelques premières web-séries. Et puis l'appel à projet depuis 2014 avec eux, avec Burkland, cette année avec la théorie du grec qu'on n'a pas pu voir, mais c'est pas grave. On la verra bientôt. Ça nous paraît hyper important, comme on le disait avec Marine, de développer cette industrie qui n'existait pas, de faire justement exister cette atmosphère, ces saveurs, cette belgitude, cette identité propre, de l'exporter évidemment aussi à l'étranger, parce que si on prend par exemple l'exemple de eux, ce qui est génial, c'est qu'en saison 1, ils étaient en production avec la RTBF uniquement. En saison 2, ils ont pu trouver d'autres formes de partenaires avec Canal+, Studio+, et donc pouvoir financer leur web-série aussi de manière plus confortable, en vivre aussi de manière plus confortable, se professionnaliser. Donc on est aussi dans cette démarche vraiment de tremplin et de soutien aux jeunes talents aujourd'hui, et on voit qu'en termes de crédibilité, ça fonctionne. Ils nous disent eux-mêmes spontanément, voilà, on vient nous chercher pour d'autres projets, on a d'autres opportunités en dehors de la RTBF aussi. Pour nous, c'est un pari gagné, c'est génial, parce qu'il y a encore 3 ans, il n'y avait rien, et aujourd'hui, il y a des jeunes qui vivent de la production de web-séries. Ils ne vivent pas que de ça, mais ils en vivent aussi, et ils arrivent à trouver quand même des collaborations avec des diffuseurs comme des groupes comme Canal+, ce qui est quand même pas rien pour eux. Est-ce qu'il y a toujours cette idée, alors c'est peut-être une idée qui est dépassée, de se dire que on fait une web-série et on espère peut-être que ça va vivre à l'antenne TV. Est-ce que ça, c'est fini, on n'en parle plus? On fait une web-série, c'est pour le web, c'est pour les smartphones, c'est pour les tablettes? En tout cas, nous, dans nos projets, on ne les pense jamais en finalité pour la télé. Alors s'ils sont diffusés en télé en plus, tant mieux, parce que ce serait une visibilité supplémentaire, et d'ailleurs ils le sont. Mais ce n'est pas une finalité en soi, et on ne va certainement pas penser le projet pour ça. Et je dis souvent, un peu en boutade, parce que c'est un petit peu audacieux, mais si on me dit c'est pas diffusable en télé, parce que tant mieux, parce que j'aurais vraiment réussi la mission de créer quelque chose de différent et de vraiment web. C'est pas une finalité en soi. Après, je remarque que certains talents qui ont bossé avec nous sur des web-séries commencent maintenant à bosser pour de la série télé. Donc ça reste des ponts supplémentaires qui sont importants pour ces jeunes talents. Donc pour nous, c'est tout bénef aussi. On va revenir à Burkland avec notamment cette production audio, parce que vous l'avez dit, il y avait aussi l'envie de consommer sur smartphone cette web-série. Il fallait travailler le son différemment. Vous l'avez fait, vous avez mentionné le son binaural. Alors il y a une petite vidéo qui explique très brièvement le travail qui a été effectué. On va regarder cette vidéo, on en discute juste après. Bonjour, je m'appelle François Fripia et je travaille dans le sound design depuis maintenant 8-9 ans. Et je suis un nouveau passionné de son 360. Donc j'étais occupé à travailler sur une expérience de réalité virtuelle dans laquelle on avait besoin de faire du son 360 degrés. Et Greg m'explique qu'il voudrait avoir des plans assez longs filmés à l'iPhone et qui bougent un peu partout dans tous les sens. Et c'est là où je me suis dit, mais c'est top pour le son 360, parce que le son 360, le but, c'est de pouvoir faire suivre le son en fonction de la position de la caméra. Donc c'est-à-dire que si la caméra tourne, les sources sonores vont se déplacer également. Donc là, vous m'entendez bien au centre, puisqu'il me suit à la caméra, il me suit bien au centre. Et puis là, je continue à parler, et en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais commencer à tourner tout autour. Bonjour. Et là, je continue, hop. Et hop, paf, de nouveau au centre. Incroyable, la technologie binaurale. Greg m'explique qu'il veut absolument que Burkland soit diffusé sur des smartphones et visionné sur des smartphones. Dans les salles de cinéma, on a un système de diffusion qui est dans tous les sens, c'est-à-dire le 5.1. Mais évidemment, en regardant son smartphone, on ne va pas pouvoir avoir des baffes tout autour de la tête en même temps qu'on regarde son smartphone, que ce soit dans le tram, etc. Et donc, en fait, on peut le faire, on peut créer ce sentiment-là de sources qui sont partout dans l'espace, simplement avec un simple casque. Donc, en mettant un simple casque sur les oreilles, on a la même impression, et même parfois encore plus grande, que quand on est dans une salle de cinéma. Donc, on ose imaginer, quand on pense le son de cette manière-là, on écrit différemment aussi.
Oui. Enfin, c'est-à-dire que là, il faut faire vivre chaque personne dans la pièce. Chaque personne, à chaque moment, doit avoir une raison d'être derrière, parce qu'on l'entend derrière, qu'est-ce qu'elle va dire. Donc, on ne se contente pas juste du chant contre chant et des gens qu'on entend devant, et d'une ambiance globale. Il faut que tous les personnages qui sont enfermés dans le dîner, parce que c'est toute une partie en huis clos dans un dîner, aient leur raison d'être à chaque instant, quoi. Et ça, c'est un challenge encore plus sur les scénarios, parce qu'on se retrouvait à avoir des scénarios parallèles pour chacun des caractères. Est-ce que vous avez un rôle dans la création? Est-ce que vous intervenez quand voilà, vous avez un projet comme Burkland? Est-ce que ou pas du tout, vous laissez une totale liberté, vous attendez le produit Alors final? on est dans un état d'esprit vraiment carte blanche auprès des créateurs. Maintenant, c'est clair qu'on a un regard et un accompagnement éditorial tout le long du processus de création. On va lire les scénarios vraiment de fond en comble. On a un peu cette vue avec de la distance qui nous permet peut-être de pointer des incohérences à certains moments de l'histoire et de pouvoir dire tiens, à ce moment-là, ce serait peut-être bien de faire évoluer dans un tel sens, dans un tel sens. Tel personnage n'est pas assez ancré dans l'histoire, ou il faudrait mettre plus en avant ce personnage-là. Donc on a un gros travail de relecture des scénarios, mais après, on a eu la chance jusqu'ici, en tout cas, de travailler avec des talents où on n'a pas dû justement, je veux dire, demander beaucoup de modifications sur les histoires. Et après, oui, forcément, on a une vue sur le casting et on participe comme ça au processus, mais on est plutôt dans un état d'esprit carte blanche, vraiment. Et est-ce que les genres, je dis bien les genres de la web-série, on peut aller un petit peu partout? Alors là, on est dans une sorte de thriller, si j'ose dire, ou... Oui, c'est un pastiche de films d'horreur, thriller, ouais, comme ça. C'est vrai qu'on a plus l'habitude de penser web-série, humour, mais on voit qu'on peut aller un petit peu partout. Ça, c'est important aussi de valoriser et de soutenir un petit peu tout type de genre dans la web-série. Oui, en effet. Alors, ce que nous, on fait dans le cadre du festival, c'est qu'on essaye d'avoir un mélange de genres. Donc, on essaye d'avoir de la web-série dramatique, de la web-série d'humour, de la web-série documentaire également. Donc, on essaye puisque notre objectif, c'est vraiment de faire découvrir la web-série au grand public, on essaye vraiment d'avoir une diversité de genres. Et on voit qu'il y a une diversité de genres. En tout cas, nous, dans notre appel à projet et dans les projets qu'on regarde pour faire notre sélection, on voit cette diversité de genres. Et on voit que ça va vraiment au-delà de la web-série d'humour. Joël Bassagi, vous partagez cette vision aussi qu'on oui, voit de tout dans la web-série? C'est une question très intéressante. En fait, il y a quelques années, les web-séries sont avant tout des formats courts. Un format sériel court qui est inédit. Et c'est vrai qu'il y a encore quelques années, beaucoup de gens disaient la web-série, c'est uniquement de l'humour. Parce qu'on ne pourra jamais faire de drama, on ne pourra jamais faire de thriller ou d'autres genres sur ce format-là. Or, il se trouve que ces dernières années, les auteurs nous ont prouvé le contraire. Nous ont prouvé qu'au contraire, on pouvait faire de la dramédie, on peut faire du drama, on peut faire du thriller sur ce format court. Et puis, il y a autre chose aussi à propos de ce format, qui est que c'est un format qui permet de tout raconter, en fait. On n'est pas prisonnier, justement, d'un standard qui vous dit il faut absolument qu'il y ait 13 ou 26 épisodes de 52 minutes. Vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Si vous voulez faire un 7x9, vous faites un 7x9. Si vous voulez faire un 15x2, vous faites un 15x2. Et c'est vous qui adaptez votre rythme de narration, votre rythme de script à ce que vous voulez raconter et à la façon dont vous voulez le raconter. Est-ce qu'on adapte aussi la diffusion? Est-ce qu'on n'est plus dans un format où on diffuse un épisode toutes les semaines? Comment est-ce que vous travaillez dans ce sens-là? Est-ce que vous diffusez tous les épisodes? Vous les mettez à disposition? Je dirais toujours dans ce rôle d'exploration, on va re-expérimenter à chaque fois, c'est-à-dire qu'il y a des web-séries qu'on a diffusées un épisode par semaine pendant X semaines. Ici, on vient de lancer la saison 2 de E, on a testé le binge-watching, donc le fait de proposer l'ensemble de la saison en une fois au public. Sur Burkland, effectivement, on était sur un épisode chaque semaine. Sur une autre web-série, on était sur 3 fois 5 épisodes. Donc à chaque fois, en fait, en fonction de l'histoire, parce que je pense que ce qui est important, finalement, c'est de raconter de belles histoires et de les raconter de la meilleure manière possible. Et en fonction de cette histoire, justement, on va décider de diffuser de telle ou telle manière, mais il n'y a pas de règle. Et c'est ce qui est intéressant, comme Joël le dit, c'est qu'on peut faire le choix en fonction de chaque histoire. Donc c'est le réalisateur qui s'adapte à votre vision, ou c'est l'inverse, c'est vous qui imposez? Comment ça s'est passé, par exemple, pour Burkland? Mais pour Burkland, on a fait 2 par semaine. Et c'était pas plus mal parce que, étant donné que justement on est dans du dramatique, il faut essayer de pouvoir capter le spectateur de manière à lui donner quand même assez d'empathie envers les personnages. Alors si vous lui donnez un épisode de 5 minutes où il se passe en plus beaucoup de choses et il y a beaucoup de personnages que vous lui donnez sur
une fois par semaine, il y a quand même beaucoup de chances que le gars ne sache plus de qui on parle et soit plus du tout conscient. C'est d'ailleurs, on avait remarqué que quand on avait terminé de mettre tous les épisodes, 2 par semaine pendant 5 semaines, vu qu'il y en a 10, les gens ont attendu parfois d'avoir les 10 épisodes complets pour pouvoir les regarder tous d'un coup. Donc les vues remontaient à la fin, une fois qu'ils étaient tous présents. Donc, maintenant, ça dépend du format, ça dépend du genre, du format et de tout ça. Je crois qu'il n'y a pas encore vraiment le secret. Je pense que nous, on aurait peut-être plus gagné à faire tous les épisodes d'un coup, mais je ne sais pas. Au niveau des genres, il y a aussi quelque chose qu'il faut remarquer au niveau de la web-série, c'est que la web-série, dans sa programmation, elle agit un petit peu comme une contre-programmation de la télévision. Il y a des genres qui sont très présents à la télévision, qui ont fait la fortune de la télévision et qui sont totalement absents en web-série. Je pense par exemple à la sitcom, la 5 sitcom, elle n'existe pas en web-série. Le procédural, les medical dramas, les legal dramas qui ont fait vraiment la fortune de la télévision n'existent pas du tout en web-série, ou en tout cas sont extrêmement rares. En revanche, tout un tas de genres qui ont toujours été très rares à la télévision, comme la science-fiction, comme l'horreur ou certains dramas, sont très présents en web-série. On voit que la web-série apporte, à cause de l'absence de censure qu'il y a, parce que le fait que ce soit une production spontanée, apporte une liberté aux auteurs de raconter les histoires qu'ils veulent, encore une fois. Et qui vient finalement à la réalisation de web-séries? Est-ce qu'on peut être totalement autodidacte? Est-ce qu'on vient de la télévision? Est-ce qu'on vient du cinéma? Est-ce que non, je pense que n'importe qui a quelque chose à raconter ou qui a envie de raconter quelque chose c'est qu'aujourd'hui avec les se outils, doit à lui-même d'essayer de le faire. Mais c'est ouvert à n'importe qui. D'ailleurs, il y a tout type de format web-série qui peuvent paraître pour certains plus amateurs et pour d'autres plus professionnels. Et des gens qui essayent des choses et qui arrivent avec rien à être super touchants en n'ayant aucun bagage là-dedans. Donc moi, je crois que c'est vraiment ouvert à tous. Une caméra et un téléphone. Et moteur. Voilà. Et moteur. Ça vous surprend, ça, que tout le monde s'essaye, tout le monde puisse essayer alors vous êtes confronté à ça tous les jours, mais... Je pense que ce qui compte d'abord, c'est la passion, parce qu'en tout cas, dans tous les jeunes talents qu'on rencontre et qu'on essaie de faire émerger, le point commun, c'est la passion. Il faut être patient, il faut savoir que ça va prendre un peu de temps, il faut pouvoir défendre son idée, son histoire, et puis être prêt à peut-être, dans un premier temps, pas gagner super bien sa vie, même si ça reste quand même des budgets qui sont honorables et des bons investissements, et puis se dire que ça servira pour justement se professionnaliser et pour aller plus loin par après. Mais en tout cas, la passion, je pense que c'est la clé. Marina Verlin, vous allez également rechercher peut-être des jeunes talents qui n'auraient même pas l'idée de se lancer dans la web-série. Vous avez un rôle à ce niveau-là ou pas du tout? Non. Nous, notre rôle, c'est, en tout cas dans le cadre du festival, notre rôle, c'est vraiment la diffusion. Et notre rôle est double à ce niveau-là. Donc il y a d'une part faire découvrir les web-séries au grand public. Donc ça pour nous c'est quelque chose qui est très important et donc c'est pour ça qu'on insiste pour avoir toujours des projections. Donc on projette toutes les web-séries qui sont sélectionnées au festival, on les projette en public et on insiste aussi toujours pour que les créateurs soient présents. Donc on invite les créateurs parce qu'on estime que c'est important que les créateurs puissent aussi rencontrer le public, puissent discuter avec eux et puissent être confrontés à ce public parce qu'en général ils sont tout seuls et ils ont moins de confrontation avec le public à cause d'Internet. Et puis voilà, donc d'une manière générale, c'est à la fois faire découvrir les web-séries au grand public et c'est aussi permettre aux créateurs de rencontrer ce public. Joël Bastaget, est-ce qu'il y a des pays où on ose plus la web-série? Alors là, on parle, oui. On est très belge, hein, mais est-ce qu'il y a des pays où on ose plus? Et pourquoi? Alors, en selon vous les web-séries, c'est assez amusant parce qu'on a vu comme ça la vague démarrer et puis infecter en fait comme ça les pays. Alors historiquement, effectivement, la web-série elle démarre plutôt aux États-Unis. En tout cas, les volumes de production augmentent aux États-Unis. En France, ça a démarré très très tôt, dès la fin des années 1990, surtout soutenu par le mouvement geek et puis avec des conventions manga, etc. Et puis ensuite, on a vu s'embraser comme ça certains pays. Et puis aujourd'hui, on voit des territoires qui sont assez absents des écrans télévisés ou du cinéma, comme la Nouvelle-Zélande, comme l'Australie, comme le Brésil, comme l'Argentine. Alors aujourd'hui, l'Argentine est vraiment en train de surgir comme ça dans la web-série. Et je pense que c'est lié aussi alors c'est lié à la télévision aussi locale, aux opportunités qu'il y a. En fait, c'est assez étrange, mais moins il y a d'opportunités pour les créateurs de pouvoir faire un film ou de pouvoir faire une série télé dans un pays, et plus il y a de gens qui veulent prendre la caméra et montrer ce qu'ils veulent faire.
Mais au niveau de la motivation qui pousse les gens à faire des web-séries, moi j'ai une histoire que je cite toujours parce que je crois qu'elle est très révélatrice. Jason Tichy, qui est l'auteur d'une web-série américaine qui s'appelle Is With Me, qui est très très belle, est en fait un acteur de théâtre qui joue à Broadway depuis des années et des années. Et quand je lui ai demandé pourquoi est-ce que tu as fait une web-série, il m'a dit, écoute Joël, moi j'ai toujours joué à Broadway devant des gens comme ça, dans des théâtres, et puis un jour j'ai eu envie de jouer devant le monde entier. Et voilà, c'était sa motivation, c'était atteindre le monde entier, enfin. Voilà. Est-ce que la démocratisation des outils de production, c'est vrai qu'on peut avoir des... vous l'avez dit, hein, vous avez tourné avec des smartphones, ça aide aussi, ça pousse aussi plus facilement à s'essayer. Oui, clairement. Il y a les téléphones, il y a les caméras, il y a les micros aussi, tout est un petit peu plus simple et plus léger. Et un petit peu moins coûteux quelque part aussi. Non, je pense qu'à 20 ans, en pellicule, ils auraient eu du mal. Ouais. Mais oui, non, tout le monde peut le faire demain et tenter de raconter une histoire facilement avec les premiers, la petite caméra qui traîne, le téléphone, n'importe quoi. C'est vraiment accessible, c'est facile et en 2 minutes, on le met sur Internet. Après, le spectateur, lui, il s'en fout du budget. Ce qu'il veut, c'est quelque chose qu'il aime bien. Il faut des bonnes histoires. Hein. Il faut une bonne histoire. Quel que soit le support, quelle que soit la diffusion, il faut une bonne Ou histoire. alors il le fait pour l'expérience, mais de voir la chose. Mais en tout cas, le spectateur est difficile. Enfin, il est exigeant. Il est exigeant. Parce que ce qu'il faut souligner aussi, c'est quand même que ce qui compte, c'est d'être qualitatif. Donc on parle quand même de budget moindre par rapport au budget télé, du fait qu'on peut prendre son smartphone, qu'on pourrait tous faire une web-série. Je pense que c'est quand même pas aussi simple que ça et qu'il ne faut pas oublier que ça doit rester qualitatif. En tout cas, nous, on a quand même des exigences en termes de niveau de qualité. Ça doit rester des gens qui ont du talent, qui ont la capacité à écrire et à produire et à réaliser. Donc voilà, c'est pas aussi simple que ça non plus. Et c'est clair qu'on n'est plus dans la web-série d'il y a 5-6 ans où chacun pouvait balancer un petit contenu avec une qualité médiocre sur le web. En tout cas, en ce qui nous concerne, c'est de la web-série de fiction, mais c'est de la web-série de qualité en termes de niveau d'image, en termes de niveau de production, en termes de niveau de réalisation. Donc voilà, on n'est plus dans la web-série d'il y a quelques années. Et en termes de soutien financier, alors vous soutenez les web-séries, mais est-ce qu'il faut encore changer les mentalités? Est-ce qu'il faut encore pouvoir trouver plus d'argent, que ce soit dans des chaînes, mais avec peut-être des partenariats publics-privés? Comment est-ce qu'on peut aussi valoriser quelque part et monétiser les web-séries à l'avenir? Je ne sais pas qui veut répondre. C'est à moi que ça s'adresse. Hein? La monétisation des web-séries. Alors ça, c'est une question qui est sur le fameux modèle économique. Ça fait 10 ans qu'on pose cette question sur le modèle économique des web-séries. Est-ce qu'il y a un modèle économique pour les web-séries? Est-ce que ça va rapporter de l'argent? Alors déjà, je veux quand même rappeler que la télévision commerciale, elle a mis 15 ans avant de faire son premier bénéfice. Elle a démarré en 1949, elle n'a pas fait de bénéfice avant le début des années 60. Et elle a nécessité des milliards d'investissements, des milliards de dollars d'investissements en antennes relais, en stations, etc. Donc les gens avaient vu l'intérêt. Aujourd'hui, l'investissement pour faire des web-séries, il est des millions de fois moindre. Et le modèle économique, eh bien, on commence à le voir apparaître. Mais ce modèle économique, il reste encore à inventer, il reste encore à forger. Il faut le modeler, ce modèle économique. Effectivement, les seules références que l'on a jusqu'à présent pour un modèle économique, pour un programme audiovisuel, c'est le modèle de la télévision. C'est-à-dire, on va vous diffuser ça vendredi soir à 20h30, et puis il y aura des publicités avant, il y aura des publicités au milieu, il y aura des publicités après, puis ça va payer la diffusion. Là, on n'est plus dans ce cas-là, puisque les gens regardent ça quand ils veulent, où ils veulent, comme ils veulent, et sur un réseau où on ne contrôle pas forcément le territoire, on ne contrôle pas forcément le public qui regarde, et donc il y a un modèle qui est à inventer. Aujourd'hui, il y a 2 modèles qui... je ne sais pas si on peut rentrer dans les détails. Très rapidement, mais oui, on peut tout faire faire ici. Le freemium et le premium. Alors le freemium, ce serait diffuser des web-séries gratuitement, mais en mettant de la publicité, donc. Et puis le premium, ce serait demander aux gens de s'abonner, comme vous pouvez vous abonner à Netflix ou tout autre service de vidéo à la demande, pour accéder à un service qui vous fournira des web-séries. Est-ce qu'il y a d'autres moyens, selon vous, d'apporter de l'argent dans la web-série, à part les 2 modèles qui ont été proposés? Oui, je rejoins Joël sur les 2 modèles qu'il a proposés. Nous, par ailleurs, on voit aussi du placement de produits et ce genre de choses. Donc, ça passe par là, en plus du financement public. Mais je suis assez d'accord qu'il y a un modèle économique qui reste à trouver, sur lequel on s'interroge toujours. Donc voilà, continuons à nous interroger, peut-être en trouver un moment. Ça s'appelle le branded content. Aussi, voilà. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé l'esprit pour Berkland, le branded content?
Non, Non, pas du tout. Si on y a pensé, mais on était dans un délai tellement court qu'il était difficile de pouvoir motiver une marque. On avait des marques qui étaient intéressées, mais comme on tournait déjà 3 semaines plus tard, le temps de tout peaufiner, c'était compliqué. Mais non, moi je pense que le jour où il y aura une web-série qui aura un succès aussi grand que toutes les séries qu'on connaît, je peux vous promettre qu'ils trouveront un moyen de gagner de l'argent avec, hein. Ça c'est sûr. Le problème, c'est encore pour le moment une niche, quoi. C'est des petites trucs. Ça reste une niche, là, ouais. mais c'est une niche qu'il faut défendre. Une niche qu'il faut défendre. Et Et c'est que vrai vous que défendez même bec et ongles. si en Belgique francophone, on n'a pas encore un annonceur qui est prêt vraiment à investir beaucoup d'argent dans une web-série, et qu'en tant que diffuseur, on a pu se sentir à certains moments un peu seul dans le financement, d'où nos productions originales maison. Mais après, bon, on a des guichets qui s'ouvrent, hein, comme Screen Brussels, dont Marine a parlé. Donc on sent quand même que petit à petit, ça se développe. Il faudrait un gros succès, à mon avis, pour que ça se développe encore plus. Il faudrait passer de ces succès d'estime à des succès grand public. Mais de toute façon, voilà, on sait tous, tout le public qui est ici sait comment ça fonctionne. Et c'est aussi le rôle de ces festivals de faire connaître ces nouvelles formes d'industrie. Et nous, en Belgique, ça commence seulement à se développer. Donc il faudra encore un peu de temps, à mon avis. Voilà, alors il nous reste encore un petit peu de temps. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, donc n'hésitez pas à vous manifester. Ces messieurs, dames sont là pour vous répondre. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Est-ce que tout le monde a été clair et limpide ? Est-ce que vous avez déjà soif ? Ça peut aussi être ça. Hein. On a vie, ils ont soif. Alors peut-être un dernier mot, tout un chacun. L'avenir de la web-série, pas forcément économique, mais l'avenir de la web-série, il s'articule autour de quoi ? Les gens vont de plus en plus comprendre ce qu'on peut raconter dans ce format-là. Il y a un format quand même qui se démocratise de plus en plus, c'est le 10 x 10 minutes. On se rend compte qu'il faut 10 minutes pour pouvoir vraiment rentrer en empathie avec les personnages, entre les spectateurs et les personnages. Donc voilà, on va en faire, je dis on parce que moi je continue là-dedans aussi, et je pense que c'est un format où il y a encore tout à créer, et c'est ça qui est excitant. Et puis on va réussir à comprendre, il faut se rendre compte que les séries qu'on regarde, les séries longues, l'écriture est précise. C'est-à-dire on sait qu'à ce moment-là, il faut qu'il se passe quelque chose, parce qu'à ce moment-là, le spectateur décroche, puis là, une fois sur deux, bon, il y a des pubs, et maintenant il n'y a plus de pubs parce qu'on est via Netflix, mais ce sont des scénarios qui sont faits pour qu'on les aime. C'est vraiment c'est mathématique, quoi. Et je pense que ça va venir comme ça aussi dans le format 10 x 10 minutes, et qu'on pourra avoir des excellents drames, humour et séries dans ce format-là. J'espère, en tout cas. Sophie ? Moi, j'espère qu'on continuera à rencontrer tous ces jeunes talents et continueront à nous proposer de belles histoires, à nous procurer toutes ces émotions. Et je pense qu'au-delà justement de la performance de clics et des audiences, c'est important de dire que ce sont ces belles histoires qui à mon sens, priment. Et donc voilà, j'espère qu'en termes d'identification du public et d'émotion, on continuera à développer tout ça. Marina Verland ? Oui, moi ce que j'espère, c'est, on en parlait avec Joël tout à l'heure, c'est que la web-série gardera sa fraîcheur et qu'elle va se professionnaliser, mais pas pour autant se standardiser. Et le mot de la fin, Joël Bassager ? Oui, en fait, la web-série, c'est quand même aussi, pour la première fois dans l'histoire de la télévision, l'accès pour tous les diffuseurs et tous les producteurs à un formidable laboratoire de talent, un formidable vivier de talent. Pour la première fois, gratuitement, ils ont accès à ça. Les studios américains l'ont bien compris, qui passent jour et nuit à chercher le web. Peut-être que vous ne verrez pas de web-série, peut-être que vous n'en verrez pas, peut-être que ça ne vous intéressera pas, mais je peux vous assurer que dans les années qui viennent, vous verrez des téléfilms, vous verrez des films réalisés par des gens qui ont d'abord fait une web-série. Et puis, il y a une nouvelle théorie qui est en train dont on discute beaucoup en Amérique du Nord actuellement, qui est le pouvoir de l'adaptation. C'est-à-dire de penser la web-série comme un module de base pour pouvoir passer à autre chose. Peut-être que si vous voulez écrire un roman, peut-être faites une web-série, et puis ensuite, quelqu'un va vouloir adapter ça en roman. Peut-être que si vous voulez faire une pièce de théâtre, faites une web-série, et grâce à cette web-série, vous allez convaincre quelqu'un de produire votre pièce de théâtre. Voilà. Donc longue vie à la web-série. Longue vie à la web-série. En tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau, et puis on peut les applaudir très fort. Merci à vous.